Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Une nouvelle année commence. 2021. Tout le monde avait bien hâte de tourner la page sur 2020 pour une foule de raisons. Prenons le temps de saluer tous celles et ceux qui, partout dans le monde, ont joué un rôle crucial en 2020 en montrant par leurs actes que notre sécurité est dans la lutte pour l'affirmation des droits de toutes et tous. Personne n'est triste de voir l'année 2020 se terminer. Elle passera dans les annales comme une année d'incertitude accablante pour les peuples du monde entier à cause de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens, les Québécois et les peuples autochtones sont très fiers d'avoir affronté la pandémie d'une manière qui défend les droits de toutes et de tous. Ils ont beaucoup appris de leurs expériences, laquelle nous assimilons à ce moment de l'année où nous disons adieu au passé et nous engageons dans l'année nouvelle. Une leçon cruciale est de ne pas mettre nos vies en suspens en raison de circonstances considérées comme exceptionnelles. Il s'agit d'un moment historique très particulier, où toutes les anciennes formes de gouvernance n'existent plus et où les nouvelles formes qui doivent les remplacer n'ont encore pas vu le jour. Ce qui constituait une autorité publique a été remplacé par la domination destructrice et la dictature des intérêts privés étroits. Loin de mettre nos vies en attente et d'espérer que l'ancien statu quo revienne, nous devons vivre pleinement notre vie, dans toutes les conditions et en toutes circonstances. La vie est notre raison d'être, la vie est ce que nous créons en vivant. C'est à nous de s'en saisir. En 2021, nous devons accorder une attention de premier plan à la recherche de solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Aller au cœur de la question de savoir ce que signifie apporter au problème des solutions qui favorisent les intérêts des travailleurs et non ceux des riches. Toutes les sociétés capitalistes sont assaillies par des problèmes sociaux, spirituels et économiques qui persistent et qui s'aggravent d'année en année. Le Canada ne fait pas exception. Le programme néolibéral de destruction nationale de la classe dirigeante fait des ravages et impose aux travailleurs des problèmes qui doivent être résolus. Le modèle de gouvernance du Canada est basé sur la théorie hobbesienne du contrat social. Celui-ci a vu le jour il y a plusieurs siècles, en Angleterre, dans les années 1660, comme un moyen de sortir la classe dirigeante de l'époque de la guerre civile. Elle établit une personne fictive de l'État comme personne morale, qui veille de haut sur les personnes classées comme sujets. Cette personne fictive tient une épée dans une main et un bâton pastoral dans l'autre, représentant le pouvoir décisionnel au-dessus du peuple. Les questions liées à la guerre, à la paix et à la justice sont donc du seul ressort de la personne de l'État qui définit le caractère de la société civile comme l'intérêt national, les valeurs et la conduite des relations de manière à servir cet intérêt. Les arrangements de la société civile qui sont maintenant bafoués par les gouvernements néolibéraux actuels étaient conçus pour résoudre les contradictions entre les factions au pouvoir par des élections, des débats dans les assemblées législatives, le débat médiatique et des accords contractuels justiciables. Ils ont établi le système des partis politiques et des gouvernements de partis qui agissent comme gardiens du pouvoir de la personne fictive de l'État.
Les gouvernements, ministres, députés, juges, avocats et tous ces fonctionnaires de la Cour et de l'État doivent prêter serment à ladite personne d'État qui sont tenus de représenter. Le gouvernement de parti, dans une démocratie représentative, est représentatif de la personne d'État et non du peuple. Le dictat de la classe dominante sur le peuple fonctionne lorsqu'il semble avoir le consentement des gouvernés et représenter le peuple. Une fois que cette fiction est vue comme étant nue, ce qui apparaît, c'est que le peuple doit résoudre le problème de l'exercice du pouvoir politique en sa faveur. Dans les conditions matérielles actuelles, la nudité s'exprime par les pouvoirs de police sans entrave. Les premiers ministres, les présidents, les ministres et les intérêts privés qu'ils servent décident de la direction de l'économie, de qui recevra les fonds empruntés à des sources privées. Ces fonds privés deviennent des fonds publics, du seul fait qu'ils passent par les caisses de l'État. Les arrangements connus jusqu'à présent pour constituer une société civile ont perdu toute notion d'autorité publique basée sur la prétention de défendre le plus grand bien pour le plus grand nombre. La société n'est plus fondée sur la devise « tous pour un et un pour tous », qui soutenait un processus de production socialisé au service des riches, tout en profitant également au plus grand nombre. Plus les dirigeants réclament le maintien du statu quo, plus celui-ci révèle qui il sert et qu'il n'est pas viable. Pour s'assurer que la société continue de n'aller nulle part, les gouvernements doivent se donner de plus en plus de pouvoirs de police et de justification basés sur des définitions intéressées de ce que sont la prospérité économique, la sécurité sociale et l'intérêt national. C'est devenu la caractéristique dominante des agissements du gouvernement fédéral, au point que ces agences de renseignement parlent ouvertement de mettre hors la loi quiconque ne prête pas allégeance aux institutions canadiennes. Sur la base de ces définitions intéressées de ce que sont la prospérité, la sécurité nationale et les intérêts nationaux, les services de renseignement sont désormais chargés de surveiller les discours sur les médias sociaux, de décider ce qui constitue de fausses nouvelles et représente un danger pour le modèle de gouvernance du Canada. Surtout maintenant, dans les conditions de la COVID-19, les gouvernements adoptent des lois touchant à l'économie et au bien-être des citoyens qui garantissent que les lois objectives du développement capitaliste opèrent avec toute leur force destructrice, tandis que ceux qui protestent et appellent à la réalisation de leurs aspirations, qui travaillent à la construction d'une nouvelle société, sont réprimés. Mais les lois objectives ne causent pas la destruction lorsqu'elles sont comprises et maîtrisées. Elles peuvent être utilisées de manière à contribuer à la création d'une société digne de l'être humain. Le peuple, lui, ne demande pas le maintien du statu quo. Il demande le changement. Il demande des solutions. Les problèmes exigent des solutions. Il y a de grands problèmes, il y en a des petits. Certains exigent des mesures temporaires, d'autres une solution permanente. Certains sont des problèmes naturels, d'autres des problèmes de société. Certains sont nationaux, d'autres internationaux. Certains sont de nature théorique, d'autres de nature pratique. Une chose est certaine, il y a des problèmes, ils doivent être résolus.
Tous les problèmes ont-ils une solution? Non. Mais y a-t-il des problèmes avec lesquels l'humanité ne peut exister et qui doivent être résolus? C'est le cas du processus politique qui est en mal de renouveau. Le problème porte sur qui contrôle le pouvoir de décider sur toutes les choses qui affectent notre vie. L'hostilité croissante envers des gouvernements qui payent les riches, qui défendent les définitions de la justice telles qu'elles sont décrétées par les intérêts privés étroits qu'ils servent, qui adoptent les lois servant des fins intéressées et qui appellent cela l'état de droit, exige une expression politique organisée des changements que le peuple souhaite. Il faut une personnalité démocratique moderne, dont chaque acte consiste à humaniser l'environnement naturel et social, en intervenant dans chaque situation par l'activation du facteur humain conscience sociale. Les réalisations de la révolution technique et scientifique, si elles sont canalisées vers l'humanisation de l'environnement naturel et social, peuvent élever l'ensemble de l'humanité au niveau de ses propres créations. Un monde nouveau peut émerger des débris qui menacent de nous enterrer tous vivants. En 2021, concentrons-nous sur les décisions qui affectent nos vies. Veillons à nous unir dans l'action pour identifier les problèmes qui, selon nous, nécessitent des solutions et comment leur apporter des solutions. Qu'est-ce que notre initiative historique? L'initiative historique est un projet d'édification nationale comme aucun autre. Le 1er janvier 1995, au nom du Parti communiste du Canada marxiste-léniniste, le dirigeant du parti, Hardy Albanes, lançait l'initiative historique. Cette initiative réunit tous les fils du mouvement qui croient à travers le pays, dans les conditions nationales et internationales actuelles, pour les diriger vers l'ouverture de la voie du progrès de la société. Il s'agit d'un projet d'édification nationale comme aucun autre, qui répond aux exigences d'aujourd'hui, le besoin de développer le facteur humain et conscience sociale. Ce qui suit vous exposera les références fondamentales de cet important projet d'édification nationale, basé sur des conversations avec Hardy Albanes lors du lancement de l'initiative historique. Par facteur humain,
on entend la reconnaissance du fait que tous ont des droits en raison de leur qualité d'être humain et de leur réalité objective concrète. La reconnaissance de cette approche dans la mise en œuvre de toute initiative est la base du progrès social. Par conscience sociale, on entend la reconnaissance du fait que la société doit harmoniser et concilier les intérêts de ses membres individuels avec les intérêts de leur collectif, et harmoniser et concilier les intérêts individuels et collectifs avec les intérêts généraux de la société elle-même. Par facteur humain conscience sociale, on entend l'action concrète et matérielle de l'humain pour contrôler pleinement la direction de la société et son rapport avec la nature, afin d'humaniser l'environnement naturel et social à l'avantage de la société et de tous ses membres. La société canadienne actuelle est constituée de manière qui met la liberté individuelle au premier plan sur la base de la reconnaissance du caractère sacré de la propriété privée qui dicte les rapports entre les personnes. Cette société a écarté le facteur humain conscience sociale, l'action humaine concrète et matérielle qui peut harmoniser les intérêts des individus avec ceux de leur collectif et les intérêts des individus et de leur collectif avec les intérêts généraux de la société. En résumé, ce qui a été marginalisé, c'est tout ce qui vise à établir un plein contrôle de la société et de son rapport avec la nature en faveur du peuple. Le but de cette marginalisation sert de préserver le statu quo. Il s'agit de faire en sorte que la porte du progrès de la société reste fermée. L'intérêt individuel de la propriété privée a été concentré en une force aux proportions si gigantesques aujourd'hui qu'elle impose un état de régression à l'ensemble de la société, au pays et au niveau international. On affirme que la spontanéité et l'anarchisme sont des traits normaux de l'être humain et de la société, tant que cela sert cette force concentrée de la régression. S'organisant à outrance sous la forme de coalitions et de cartels pour contrôler les pouvoirs de décision, les intérêts privés étroits prétendent que la nature humaine est à leur propre image, la personne centrée sur soi-même qui agit par intérêt. Ils affirment que la société est organisée en conséquence et que rien ne peut être fait pour changer la situation. Cette vision intéressée garantit que les seules choses qui sont planifiées sont celles qui facilitent leur propre existence, leur expansion et leur concurrence entre eux. Par historique, on entend une considération qui s'appuie sur une vision plus large de l'ensemble de l'évolution depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours, en général, et depuis le Moyen Âge en Europe jusqu'à nos jours en particulier. C'est l'approche qui tient compte de toutes les forces engendrées par le développement actuel et de la gravitation qui leur est inhérente. Elle place au premier plan la fidélité à l'ensemble des relations sociales et à ce qu'elles révèlent, qui n'est pas l'abîme et de toutes les forces destructrices que l'on voit, mais le visage du nouveau et de l'humanité en quête de pouvoir. Par initiative, on entend le fait de placer le facteur humain conscience sociale au centre de tous les développements dans le cadre de plans d'action concrets visant à obtenir les succès requis à tout moment. Par initiative historique, on entend l'action de la classe ouvrière qui place le facteur humain conscience sociale au centre de tout développement, avec un impact important sur la direction de la société, capable de déterminer sa forme et son contenu futur. En poursuivant cette initiative historique et en élaborant des plans d'action concrets, le PCCML répond à une nécessité historique. Il s'agit d'un plan du PCCML visant à garantir que l'action humaine, concrète et matérielle soit mise au centre, exerçant un contrôle sur la direction de la société et son rapport avec la nature, de manière que la société et tous ses membres en tirent profit. En d'autres termes, le PCCML appelle à la classe ouvrière
à transcender les objectifs étroits imposés à la société par une élite dirigeante corrompue et à ouvrir la porte au progrès de la société. Par ouvrir la porte au progrès de la société, on entend la réunion de tous les facteurs qui conduiront à l'émancipation sociale en mettant fin à l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Cela exige une action consciente et immédiate de la classe ouvrière pour définir la direction de l'économie, établir une base constitutionnelle moderne et procéder à un renouveau démocratique qui ouvrira la porte au progrès de la société. Par progrès, on entend ici la création d'une société qui prend soin de toutes les personnes et de tout leur collectif et pourvoit à leurs besoins du fait de leur humanité, où chacun est en droit de faire des réclamations à la société en raison de sa réalité objective concrète. Une société consciente, rationnelle et humaine est une exigence de l'histoire à ce stade du développement de la civilisation humaine. La réalisation de cette société est le contenu et l'objectif principal de l'initiative historique jusqu'à ce que son but soit atteint. Ce plan d'action, on entend spécifiquement la période où l'on insiste sur le fait que la classe ouvrière doit placer le facteur humain conscience sociale au centre des développements. Aucun autre objectif ne doit avoir préséance pour la classe ouvrière pendant cette période. Un plan d'action est adopté pour consolider la conscience de la classe ouvrière de devoir accomplir son rôle historique d'émancipatrice de l'humanité. Elle doit le faire non seulement pour elle-même, mais pour la libération de l'humanité entière, qui est la condition de sa propre émancipation et inversement. Cette initiative historique est la continuation de l'initiative des hommes et des femmes de la Renaissance, du siècle des Lumières et du siècle de la raison, quand l'être humain et sa vie matérielle concrète ont été placés au centre de l'entreprise humaine dans tous les domaines, avec pour point culminant la naissance de l'État-nation européen moderne et l'ascension de la bourgeoisie d'une part et de sa némésis, la classe ouvrière d'autre part. Cela a donné naissance au système de gouvernance fondé sur des définitions et des institutions qui défendaient la propriété privée, des moyens de production et des libertés civiles établies sur cette base. Avec la publication du manifeste du Parti communiste, Karl Marx et Friedrich Engels ont encore révolutionné la pensée sur cette question en plaçant la classe ouvrière au centre de l'histoire. Les institutions démocratiques libérales ne s'acquittent plus de la fonction pour laquelle elles ont été créées. L'autorité ne réfrène plus les pouvoirs de police. Elle n'est plus guidée par un devoir de veiller au bien public et ces institutions ne permettent plus de résoudre les différends dans les rangs des détenteurs de la propriété privée et de prévenir la rébellion et l'insurrection. Et les intérêts privés de l'oligarchie n'acceptent plus de limitation à leur pouvoir. Le contenu principal de l'initiative historique est donc d'établir une autorité conforme aux conditions qui permettent au peuple d'exercer un contrôle sur ses affaires.
L'initiative historique a été lancée par le PCCML dans le cadre très précis de l'édification nationale. Par édification nationale, on entend la nécessité d'établir des constitutions modernes, de changer la direction de l'économie, de procéder à un renouvellement démocratique du processus politique et d'organiser l'ensemble des affaires de la société de manière à concilier les intérêts privés individuels avec les intérêts collectifs et à harmoniser les intérêts individuels et collectifs avec les intérêts généraux de la société. Sur le plan international, cela signifie établir la paix et l'harmonie entre les nations en garantissant leur souveraineté et en développant le commerce et les autres relations sur la base de l'avantage réciproque. Tout comme la Renaissance et le siècle des Lumières a affirmé l'homme de la propriété, et tout comme la révolution socialiste et la construction socialiste du XXe siècle ont affirmé la classe ouvrière et généralement ceux qui travaillent, la période actuelle doit affirmer les droits de tous les êtres humains en raison du fait qu'ils sont des êtres humains et leur collectif en raison de leur réalité objective. L'affirmation de tous les individus et de tout leur collectif exige que fin soit mise à toute exploitation de l'être humain par l'être humain. Par affirmation, on entend l'acte de reconnaître que tous les individus et leurs collectifs sont libres d'exercer leurs droits en raison de leur qualité d'être humain et en raison de leur réalité objective. L'affirmation est cet état d'être de tous les individus et collectifs qui n'acceptent aucune limitation à leur propre développement. C'est un acte qui consiste à faire émerger ce qu'il y a de plus humain dans la société actuelle et à construire une société moderne comme garantie de son développement sans entrave. Le 20e siècle est passé dans les annales du développement humain comme un siècle où la classe ouvrière a été placée au centre du développement. L'expression concrète de ce succès est la vision de la classe ouvrière, la théorie de la pensée marxiste-léniniste contemporaine et tous les attributs d'une société véritablement humaine sans aucune exploitation de l'être humain par l'être humain. Il s'agit maintenant de passer du succès à la victoire, un développement irréversible dans lequel il n'y a pas de retour en arrière. Par succès, on entend la reconnaissance de la victoire de la révolution socialiste et de l'édification du socialisme, la réalité objective concrète d'un nouveau système qui n'a pas disparu. Il s'agit d'apprécier pleinement que, malgré la période de régression et de réaction qui s'est installée, le 20e siècle a été une avancée et un succès et que cette réalité objective concrète dicte maintenant que le facteur humain conscience sociale transforme ce succès en victoire. Par victoire, on entend le stade où l'être humain sera au centre de tous les développements en raison de son caractère humain et de sa réalité concrète. C'est la condition de l'émergence d'une personnalité démocratique véritablement moderne, qui établit des formes modernes de gouvernance, qui bloque la régression en conférant le pouvoir de décision et la responsabilité au peuple.
Pour y parvenir, il est nécessaire de développer le facteur humain conscience sociale, l'action humaine, concrète et matérielle, qui garantit que les êtres humains sont placés au centre de l'histoire en raison de leur humanité et de leur réalité objective. En analysant les développements des 30 dernières années et partant des faits, le PCCML a conclu qu'il s'agit d'une période particulière qui se caractérise par le fait que les anciennes formes ont fait leur temps, alors que les formes nouvelles n'ont pas encore vu le jour. Il n'y a pas un seul pays sur Terre où les gens ne réclament pas la fin du néolibéralisme et de ses stratagèmes pour payer les riches, la corruption, l'anarchie et la violence. Les êtres humains font des réclamations à la société qui sont fondées sur la reconnaissance du fait qu'ils naissent en société et que la société a le devoir de s'occuper d'eux. Par société, on entend les conditions modernes à sa base, dans lesquelles l'ensemble du processus de production est social, tandis que la propriété des moyens de production est privée, ce qui empêche la grande majorité des membres de la société, qui n'ont pas d'autres moyens de gagner leur vie, de dépendre de la société, d'avoir leur mot à dire sur la direction de l'économie et les questions qui les préoccupent. Les travailleurs s'efforcent d'éliminer ce blocage au progrès de la société. L'initiative historique du PCCML est consacrée à l'élaboration de ce qui est nécessaire pour éliminer ce bloc. We are the tribe that they cannot see. We live on an industrial reservation. We are the Halusa Nation. We have been called the Indians. We have been called Native American. We have been called hostile. We have been called pagan. We have been called militant. We have been called many names. We are the Halusa Nation. We are the human beings. The callers of names cannot see us, but we can see them. We are the Halusa Nation. Our DNA is of earth and sky. Our DNA is of past and future. We are the Halusa Nation. We are the evolution, the continuation. The Halusa Nation. The Halusa Nation. We are the Halusa Nation. We are the Halusa Nation. C'était We Are the Halusa Nation du groupe A Tribe Called Red. Un groupe de jeunes des Premières Nations basé à Ottawa. We Are the Halusa Nation est un album conceptuel construit autour de Halusa Nation, inspiré par le poète, musicien et activiste des droits civils, le regretté John Trudell, que nous entendons faire la narration. Ce groupe fait la promotion de l'inclusivité, de l'empathie et de l'acceptation parmi les races et les genres au nom de la justice sociale. Il croit que les Premières Nations doivent définir leur identité selon leurs propres termes, leurs propres bases.
C'était donc une pièce toute choisie pour mettre fin à cette émission pleine d'espoir, d'enseignement et de guide pour le futur, qui nous exhorte à cesser de mettre nos vies en attente et d'espérer que l'ancien statu quo revienne, qu'il est nécessaire de vivre pleinement notre vie dans toutes les conditions et en toutes circonstances. La vie est notre raison d'être. La vie est ce que nous créons en vivant. C'est à nous de s'en saisir. Au revoir. À bientôt. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.